Bonjour à tous, bienvenue. J'ai le plaisir d'animer la table ronde Braver le risque avec Philippe Trainard du Cercle des économistes. La question principale qui va nous occuper porte sur un changement de culture face au risque justement, puisque depuis la grande crise financière de 2007-2008, nous vivons dans un monde qui est dominé par l'aversion au risque, qui est peu propice donc à la croissance et au gain de productivité. Et donc, les intervenants sont là pour débattre des possibilités de changer et de l'urgence aussi de changer de paradigme. Donc, avec nous aujourd'hui, Éric Pinon, vous êtes président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière, depuis 2017. Vous êtes aussi conseiller de la financière de l'Échiquier et vous avez démarré votre carrière chez l'agent de change Michel Puget et occupé différentes fonctions dans la gestion d'actifs. Bonjour. Bonjour, Antoine Lissowski, vous êtes directeur général de CNP Assurance depuis 2018. Vous avez dirigé le comité de réflexion de la Fédération de l'assurance et de la réassurance européenne sur Solvabilité 2, dont vous nous parlerez, je suis sûre. Vous avez exercé plusieurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations, notamment en lien avec les marchés financiers. Et vous avez aussi une expérience côté régulateur, puisque vous avez travaillé pour la COB, l'ancêtre de l'AMF. Bonjour. À distance, nous avons aussi Manu Baskaran. Bonjour. Vous dirigez Centennial Asia Advisors, la filiale singapourienne du cabinet de conseil en stratégie Centennial. Vous avez auparavant travaillé pour la Société Générale dans la banque d'investissement en Asie au département analyse. Et avant, vous avez aussi travaillé pour le ministère de la Défense de Singapour. Et Brigitte Boucaud, bonjour. Vous êtes présidente de l'AMRAE, l'Association pour le management des risques et des assurances en entreprise, association qui travaille notamment avec Bercy sur les dispositifs de couverture des entreprises face aux événements exceptionnels comme le Covid-19. Et vous êtes administratrice du groupe Thales. Voilà, bonjour à tous. Donc je laisse d'abord Philippe Trainard nous présenter le sujet, sa vision macroéconomique. Bonjour. Braver le risque, Defying Risk, voilà un titre bien ambitieux et peut-être même pousse au crime. Et pourtant, la récente pandémie lui a donné corps plus que tout autre risque dans le passé. Les règles de l'entreprise risk management ne reconnaissent pas de catégorie d'action correspondant à défier le risque. Probablement est-ce banni des manuels de risk management. Elles connaissent les risques qui sont des opportunités, les risques dont il faut se méfier, car ils peuvent se révéler tout autant comme des opportunités que comme des fatalités, les risques que l'on ne peut éviter et qu'il faut surveiller, voire gérer pour en limiter les conséquences, et les risques qu'il faut éviter à tout prix, soit en les transférant à des tiers, à d'autres, assureurs ou investisseurs, soit en les excluant, si tant est qu'un tel objectif soit réalisable. Il est probable que les États auraient aimé exclure le risque pandémique, mais il s'est imposé à eux. Il n'est donc pas clair de savoir quels sont ces risques qu'il faut défier. Où se classent-ils? À qui s'adresse ce message très fort? Il faut braver le risque. Économiquement, la décision de braver le risque n'a de sens que si elle va de pair avec un gain, qui peut être soit psychologique, on peut se remettre dans le cadre, par exemple, du film La Fureur de vivre. Il y a un gain psychologique face à ses camarades de relever un défi. Ça peut être aussi économique et c'est un profit ou un revenu. On peut légitimement penser qu'une opportunité a toujours un gain. Et pourtant, pour faire vivre cette opportunité, il faut exposer des coûts, il faut recruter des personnes, il faut investir dans un capital, n'est-ce pas? Il y a toujours une prise de risque quand on cherche donc à exploiter une opportunité, car éventuellement, les coûts peuvent se révéler supérieurs aux gains. Mais il n'y a pas que la recherche des opportunités qui peuvent justifier de défier le risque. On peut aussi être conduit à défier les risques que l'on n'a pas choisis. Les militaires le savent, fuir devant le risque peut se le révéler à l'usage désastreux et plus désastreux que de le confronter. Et là, la question en jeu n'est plus celle de la maximisation du profit, comme dans l'hypothèse d'une opportunité, mais celle de la minimisation des pertes. Les risk managers connaissent bien ce sujet qui fait le cœur de la pratique du risk management. Comment réduire le coût d'un risque inévitable par la précaution, la prévention ou la gestion de crise. Mais dès que nous parlons coût, nous sommes renvoyés à la question du partage
du risque que l'on défie et que l'on accepte de braver. L'économie montre qu'il est toujours optimal de partager le risque subi, le risque aléatoire. Mais qui dit partager éventuellement par le biais du marché ou partager par le biais de l'action de l'État, comme dans le cas de la redistribution. C'est le principe de la mutualisation et de la diversification des risques aléatoires à la base de l'assurance. Il permet d'éviter que le risque ne soit subi que par trop peu de personnes qui subissent l'ensemble du choc sur une période de temps trop limitée. Le risque est transféré d'une personne surexposée à une personne sous-exposée, moyennant le paiement d'une prime qu'on peut aussi appeler prime de risque, et le respect, et ceci est important, d'un comportement prudent. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, sinon le prix du transfert va naturellement changer. En revanche, la question peut se poser de savoir s'il est optimal de partager le risque auquel on décide unilatéralement de s'exposer, n'est-ce pas, qui ne s'impose pas à vous, qu'on veut courir, n'est-ce pas, la grande aventure. La théorie classique présente l'entrepreneur capitaliste comme le preneur de risque qui est rémunéré en tant que tel par un revenu variable, positif ou négatif, et qui est le preneur de risque, celui qui joue les opportunités. Dans la réalité, nous savons que l'entrepreneur n'est pas le seul à prendre du risque, ses salariés prennent aussi du risque. Et de ce point de vue, les primes, les licenciements sont des mécanismes de partage économiste du risque avec les salariés. Un autre mécanisme de partage de la prise de risque est le crédit. Et par-delà celui-ci, la politique monétaire, nous le vivons aujourd'hui tous les jours. Lorsque la prise de risque collective devient trop élevée pour différentes raisons, la baisse des taux sans risque vient compenser la hausse de la prime de risque. L'ensemble de ces mécanismes de partage du risque suppose toutefois que le risque que l'on brave soit bien géré, qu'il soit géré normalement, selon les normes sociales en vigueur. Tout écart par rapport à cette normalité devant se payer par un supplément de prime idiosyncratique si des fois on veut transférer ce risque. Et c'est là que nous arrivons au cœur de notre thématique braver le risque. Ce qui est dernier dans l'ordre des fins est premier dans l'ordre des moyens. Le risk management doit aujourd'hui s'imposer partout. Il doit prendre aussi plus d'indépendance. Il ne doit plus être inféodé comme il a été très longtemps, et pas seulement dans les organisations financières, mais dans les organisations industrielles, de services et autres, inféodé à la direction financière, voire parfois à la direction de la communication. Il ne doit pas rester confiné dans les formes sophistiquées, certes, mais souvent très contraignantes de ces secteurs, n'est-ce pas? Et il ne doit pas non plus rester confiné à quelques secteurs qui ont fait d'énormes progrès depuis la crise, comme en 2008, comme la finance, ou depuis Tchernobyl dans le nucléaire. Mais il doit s'étendre à l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, non seulement, d'ailleurs, le secteur profitable, non seulement les entreprises doivent doivent avoir un risque management, mais les ONG aussi. Et on a vu plusieurs ONG confrontées à des problèmes majeurs récemment en raison d'un mauvais risk management. Et le Covid vient de nous révéler que les défaillances du risk management public pouvaient conduire à des coûts extrêmement élevés. Ils ont été fort bien médiatisés sur la période récente. L'économiste Robert Gordon s'est ému du déclin des gains de productivité dont il pense qu'il pourrait annuler la croissance et devenir peut-être même négatif, n'est-ce pas? On a à juste titre rapporté cette évolution à la baisse de la prise de risque dans nos sociétés. La fuite devant le risque, je l'ai déjà dit, n'a jamais été bonne conseillère. Elle ne réduit pas le risque ni son coût, loin de là. L'Empire ottoman en matière sanitaire l'a appris au cours du 19e siècle à l'encontre de l'Europe qui a su beaucoup mieux gérer la question du choléra et de la peste, n'est-ce pas? L'Europe l'a aussi appris à ses dépens au cours des dernières décades au profit des États-Unis et des pays émergents. Il faut aujourd'hui que nous nous posions ces questions, c'est-à-dire comment éviter le ralentissement des gains de productivité et prendre plus de risques, n'est-ce pas? Comment mieux gérer les risques qui s'imposent à nous et ne pas confier cette gestion des risques à quelques fonctionnaires confinés dans des bureaux, mais faire en sorte que 7,5 milliards de personnes autour de la Terre soient aussi, d'une façon ou d'une autre, des gestionnaires des risques et contribuent à la gestion du risque. Et enfin, comment travailler sur des modalités de partage optimales du risque qui doivent d'abord passer par le marché. Et quand le marché arrive à ses limites, eh bien, il faut concevoir d'autres dispositifs publics, collectifs,
ou sociétaux. Voilà, on voit que le sujet est vaste. Nos intervenants pourront chacun mettre l'accent sur une des dimensions que vous avez évoquées. Éric Pinon, côté investisseur, comment aujourd'hui promouvoir justement la prise de risque? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut changer? Oui, merci. Vu la présentation que Philippe vient de faire, il faut faire attention. Moi, je suis toujours un peu réticent à l'utilisation dans le cadre de l'investissement du mot risque. Le risque fait plus peur dans sa formulation. Je rappelle la définition. Une définition du risque, c'est la possibilité qu'un événement survienne, indésirable, la probabilité d'un péril probable ou d'un aléa. Je pense qu'il vaut mieux utiliser le mot risque avec la culture de courir le risque, prendre le risque de. Je pense que c'est meilleur. Et d'ailleurs, le titre que nous avons aujourd'hui, c'est bien braver le risque, ce n'est pas s'angoisser du risque. Donc, il est important par rapport à l'épargne de savoir que nous sommes peut-être à une période de l'histoire qui a été rappelée d'ailleurs sur la crise de 2008, qui était une des crises financières récentes, bien qu'il y en ait eu quelques autres avant surtout, et après, en 2011 par exemple, sur celle de la monnaie européenne. La période des produits d'épargne aujourd'hui offre malheureusement pour l'épargnant un rendement sans risque, là autant le sans risque je l'utilise, quasiment nul ou presque nul. Alors pourquoi? Pour plein de raisons. On a parlé alors c'est pas le sujet du jour, mais on le voit bien. Il y a des dettes d'État. On a la chance d'avoir des gens qui acceptent de donner de l'argent aux États qui s'endettent à des niveaux de taux qui sont historiquement très bas et qui risquent donc, avec les niveaux que nous avons atteints, de continuer. Je pense qu'à ce sujet-là, l'ensemble des sociétés de gestion de portefeuille, l'ensemble des investisseurs, les assureurs ici présents avec Antoine ou d'autres, sont capables de montrer qu'un risque bien contrôlé peut être un risque avec un rendement associés. Et je crois que c'est ça l'essentiel du message que je souhaite passer en début de discussion, c'est que nous sommes à la fin effectivement d'une période que personne n'avait vu venir, que personne n'imaginait possible, hormis les guerres mondiales, le confinement, la fin de l'économie, le ralentissement général que nous avons connu dans les pays, alors bien sûr plus industrialisés que les autres, mais en tout état de cause a posé un vrai sujet. Et pour autant, ce qui est très instructif, c'est de voir que nous avons envie de trouver des gens, et quelques statistiques récentes l'ont montré, qui veulent braver le risque. Braver le risque financier, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire d'avoir une certaine confiance, et dans les acteurs, bien entendu, qui sont en charge de la gestion des épargnes proposées ou conservées, si je puis dire. Et deuxièmement, et je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est qu'il faut associer cette culture du risque au partage de la richesse. Il ne peut pas y avoir de partage de richesse, et je reviens sur ce qui vient d'être dit sur la mutualisation, il est important de se dire que si je veux jouer, le mot jouer est peut-être pas bien approprié, mais en tout état de cause, participer à la création de valeur, il faut que j'ai entre guillemets, une certaine envie de ne pas être aussi prudent que d'aucuns pourraient me le proposer. Le problème que nous avons sur la notion du risque, c'est celui de la durée. Il ne peut pas y avoir de retour et de stabilisation dans des épargnes risquées, et j'emploie le mot même s'il me fait mal à chaque fois, sans une notion de durée et de destination. J'insiste sur ce mot destination. L'épargne des Français, par exemple, si on ne parle que d'eux, est une épargne qui peut être utile à 3 mois alors nous sommes déjà en vacances presque aujourd'hui, mais pour partir en vacances ou faire des choix très courts. C'est une épargne à 3 ans pour aider ses enfants ou des projets divers et variés. Et puis surtout, avec le rallongement de la vie, c'est une épargne à 20 ans pour financer la retraite. Nous avons beaucoup travaillé avec nos amis assureurs sur ces sujets de retraite. Alors le mot de fonds de pension n'existait pas en France, il n'existe d'ailleurs toujours pas. Mais enfin, on va l'utiliser sans que j'espère choquer personne. Mais en tout état de cause, l'assurance vie était le fonds de pension de la France, comme vous le savez, et l'assurance vie aujourd'hui. Je laisserai le soin à Antoine peut-être de confirmer ces chiffres, mais on est dans une situation où vous avez beaucoup d'épargne très prudente, trop prudente, d'un passé trop long qui a été celui depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans, de baisse de taux, et de baisse de taux qui a assuré un rendement quasi certain sans aucune objectif de prise de risque directe des clients, alors que les assureurs prenaient du risque sur la gestion de ces actifs sans le savoir. Le livret A, c'est pareil. On ne livre pas aujourd'hui 0,50 de livret A alors que les taux d'intérêt court terme ou moyen terme sont négatifs, sans avoir, comme on dit dans notre jargon technique, excusez-moi du propos, mais une duration un peu plus longue que celle du jour le jour. Donc je pense qu'il est important
encore une fois, et je reviens sur votre question, que les épargnants aient confiance dans les acteurs, que les épargnants aient surtout confiance, et pour moi c'est essentiel, dans une économie, qu'elle soit nationale, européenne ou mondiale, pour que le partage des richesses profite à tous. Et je pense que là, il y a un vrai sujet de refaire prendre des initiatives à certains, et en particulier dans cette période post-Covid. Alors nous avons les uns les autres plein de projets de relance. Nous parlons par exemple d'un contrat d'épargne durable de relance. La notion est juste de dire que ça soit dans les PEA qui existent déjà, dans les assurances vie en UC, dans les placements moyen-long terme, que nous ayons une notion de la durée et du temps. Et puisque le temps avance vite et que j'ai déjà presque atteint mon timing, je pense que l'attirance sur certaines valeurs est important, que le rendement est important. Et en paraphrasant, pour terminer, le président Kennedy, dans son discours devenu célèbre de 1961, sur « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays », je pense que les épargnants se devraient, à nos côtés, et sur des conseils que nous pourrions leur donner, se poser la question, ne demandez pas ce que l'économie peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'économie, et ceci permettra à votre épargne d'être plus productive et en tout état de cause avec un rendement certainement plus important, et là nous aurons vraiment bravé le risque. Merci beaucoup. J'ai donc fini. J'ai donc fini. Fais attention. Voilà, je passe donc la parole à Antoine Lissowski. C'est le point de vue de l'assureur, qui est à la fois le protecteur, mais aussi l'investisseur. Donc voilà, enfin, le débat est déjà lancé. Oui, merci. Alors, le point de vue de l'assureur, c'est déjà de commencer par essayer de savoir de quels risques on parle, de les classer, de les définir un peu. Il y a le risque, et puis il y a une série de risques qu'on va voir. Alors évidemment, il y a plein de manières de regarder les choses. La meilleure, c'est de les regarder au travers d'Internet, et donc de regarder les classements qui existent, les analyses qui sont faites. Alors, j'en ai 3 là. Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Quelle est la façon dont les gens ressentent les risques? Quels sont les principaux risques pour les gens? Insécurité, chômage, grande pauvreté, et puis un peu après, problèmes économiques, problèmes climatiques. Ça, c'est une première vision des choses. Deuxième, on va rentrer chez des gens très sérieux, les assureurs, les directeurs des risques des compagnies d'assurance, tous les ans, font une classification des principaux risques. Il y en a 23 et tous les ans, ils regardent pour les 23 comment ils les classent. Alors, l'année dernière, eh bien, dans l'ordre, c'était les cyberattaques, les crises financières, l'environnement économique qui se dégrade, le dérèglement du climat. C'était à peu de choses près la même chose l'année précédente. Le risque d'augmentation du risque l'augmentation du risque pandémique est présente dans le classement des directeurs des risques de la Fédération. Il est en 23e position sur 23 depuis plusieurs années. Je pense que ça va changer, ce qui prouve quand même que nul n'est prophète en son pays. Il faut de temps en temps redevenir modeste. Puis alors, il y a évidemment le Graal, c'est que Davos fait tous les ans un beau rapport sur le risque global. Alors, on va dire rapidement, canicule, dérèglement climatique, catastrophe climatique, perte de la biodiversité, armes de destruction massive, etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans le travail de Davos, c'est qu'ils le font depuis 2007 et qu'on s'aperçoit que le classement des risques change d'année en année au fil du temps. Alors, on peut déduire de ça déjà que la question du risque est aussi une question de perception, que ce soit par le grand public ou par les professionnels ou par les dirigeants en général, une question de perception, qu'elles peuvent être très très différentes, qu'elles évoluent dans le temps, confère ce que je viens de dire au sujet de Davos, et là je reprends l'idée d'Éric, et qu'elles sont différentes suivant que vous vous adressez à l'horizon court ou à l'horizon lointain. Donc on est dans un univers de perception, et donc on va dire dans un univers d'émotion, ce qui est évidemment un peu embarrassant pour des professionnels qui essaient de braver le risque en réduisant les émotions. Alors, comment on fait, en fait, face à cette pression émotionnelle? Eh bien, on va faire de la prévention, ce qui a un coût. Puis on va faire de la protection, c'est-à-dire on va essayer, on va dire, de mettre de côté de l'argent pour pouvoir, le moment venu, avoir des revenus face à des risques qui se sont produits. Alors je laisse de côté la dimension soit la famille, soit l'État, mais pour parler de la dimension professionnelle, en gros de la mutualisation au travers du secteur d'assurance et de la finance. Donc on est des professionnels de la mutualisation des risques dans le temps et entre les acteurs. Et pour disposer de moyens économiques, si un risque se manifeste, eh bien, il faut avoir tout simplement mis de l'argent de côté, c'est-à-dire épargné. Et c'est là qu'on se trouve devant une petite tension. Plus les gens redoutent le risque, pour différentes raisons,
moins ils veulent de risques sur leur épargne. Or, précisément, et notamment dans une période comme maintenant, où on a la combinaison d'une crise pandémique, d'une crise sanitaire et d'une crise économique, il faut remettre du risque dans l'investissement pour pouvoir sortir de la crise économique, alors que justement, en ce moment, tout le monde est en train d'essayer de se replier. J'en veux pour preuve deux choses. La première, c'est que quand vous regardez les flux depuis le début de la crise du Covid en France, en gros, on dit à peu près 70 milliards d'épargne supplémentaire qui a été créée, etc., depuis le début de la crise. Quand on regarde à peu près dans les stats Banque de France où ça a été, c'est globalement dans les banques, dépôts, comptes bancaires, un tout petit peu dans le livret A, enfin beaucoup quand même relativement à la taille du livret A, pas du tout dans l'assurance vie, mais voilà, c'est très bien, pas beaucoup dans la gestion, un petit peu, etc. Donc, on se replie sur quelque chose de très, très sécure. Ça, c'est l'attitude dans un moment de tension. Quand vous regardez le stock de l'épargne financière des ménages, 5 400 milliards d'euros, Banque de France, bon, vous apercevez que, en gros, il y a là-dedans 300 milliards d'euros les actions directes, 1000 milliards à peu près des actions non cotées, ce qui est à la fois des actions, on va dire de ce qu'on appelle le private equity, mais surtout de la boîte des gens, des entrepreneurs, et tout le reste, c'est-à-dire à peu près quand même 3500 milliards d'euros, 3700, c'est des obligations, de l'assurance vie et des choses comme ça. Si vous le regardez sous un autre angle, vous dites quelle est la part de ces 5 400 milliards qui est intermédiée par des acteurs du type banquier et assureur ou asset manager, c'est la quasi-totalité. La quasi-totalité du risque de l'épargne est aujourd'hui gérée avec l'appui d'intermédiaires, des banquiers, des assureurs, des asset managers et avec des intermédiaires comme des courtiers. En face à ça, notre métier, en fait, c'est d'accompagner la prise de risque. L'accompagner, ça veut dire le faire de deux manières complémentaires. La première, c'est autour de l'information, de l'éducation, du partage du savoir. Comment on analyse son risque, son propre risque, le risque de l'objet que vous allez acheter, qu'on va vous proposer d'acheter, etc. Et donc, c'est un métier d'expertise et il faut faire partager l'expertise aux gens. Bon, ça, c'est ce que les assureurs et les banquiers font habituellement, etc. Puis l'autre dimension, c'est comment on partage le risque avec les gens, c'est-à-dire en gros comment, en tout cas les banquiers et les assureurs, reprennent le risque sur leur bilan et le revendent après l'avoir géré à des clients sous forme de contrat ou de compte. Bon. Et donc là, il y a une dimension de partage. Et donc tous nos métiers, ça consiste à la fois à être transparent et à bien éduquer et à prendre sans ambiguïté la part de risque que le client ne veut pas conserver. Alors je reconnais que de temps en temps, cette transparence est un peu limitée. Là, les assureurs ont eu quelques sujets ces derniers mois, parce que peut-être ils avaient, on va dire, ils avaient cru très transparent ce que eux seuls comprenaient. Ça peut arriver. Bon. Et d'ailleurs, pendant quelques temps, ils ont insisté sur le fait qu'ils avaient raison. Mais en période d'émotion, c'est plus compliqué. Toujours est-il que derrière tout ça, et je terminerai par ça, une des problématiques que nous rencontrons aujourd'hui, c'est devant la problématique de l'émotion publique sur le risque, et notamment très relayée par la population, par les parlementaires, etc., l'idée qu'il faut réglementer, voire surréglementer les intermédiaires financiers a gagné. Et donc, nous sommes des acteurs très réglementés, je n'ai pas d'objection à ça. Surréglementer, c'est un problème. Pour vendre un contrat d'assurance aujourd'hui, 20, 25, 30 minutes d'explication. Et ça n'est pas une explication du risque, c'est on coche les cases. Quelle est, madame de 82 ans, votre appétence au risque? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben oui, mais il faut remplir la case. Hein. Quelle est votre appétence au risque? Bon. Et puis, on dit à l'assureur que je suis aujourd'hui, ah mais si vous achetez des actions, il faudra avoir des fonds propres. Oui, mais attendez, mais personne ne va en acheter en ce moment. Moi, je suis prêt à en acheter. Ah oui, mais il faut rajouter des fonds propres. Oui, mais justement, c'est le problème, c'est du résultat. Donc, on voit bien que aujourd'hui, braver le risque, ça veut d'abord et avant tout dire il faut que les régulateurs bravent leur inquiétude et leur angoisse, parce que s'ils continuent à être aussi angoissés, il n'y aura pas de risque dans la vie sociale. Très bien, on va changer de continent pour aller en Asie, donc un continent évidemment épicentre de nombreux risques aujourd'hui. Manu Bhaskaran, vous êtes avec nous. Comment les gouvernements justement en Asie peuvent-ils s'y prendre pour promouvoir la prise de risque sur ce continent, en particulier aujourd'hui? Thank you. Merci de m'inviter. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Je voudrais me
concentrer sur les risques. Je vais parler des risques en Asie. Je voudrais aborder deux choses. Je voudrais mettre en lumière les risques que nous voyons, auxquels nous sommes confrontés. Et puis deuxièmement, je voudrais suggérer quelques méthodes pour vous dire comment les gouvernements asiatiques gèrent les risques. Donc nous sommes dans un environnement de risque. Je vais vous parler des principaux risques auxquels nous sommes confrontés. Vous avez le risque continu de la pandémie. Alors bien sûr, on sait que le virus sera avec nous pendant longtemps. Il y aura d'autres crises sanitaires. Ah, il y a eu un problème. Nous sommes désolés, la réception en cabine ne permet plus la traduction. Nous avons aussi des risques géopolitiques. Je pense que la détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis, cette détérioration a atteint le point de non-retour. Donc les pays d'Asie et du Sud-Est vont être les principaux gagnants de cette contestation, de cette opposition. Et puis, ce qui est important, c'est de considérer la mondialisation qui doit ralentir. On voit que les flux des capitaux jouaient un rôle important pour le développement asiatique, mais je pense que ce développement est maintenant menacé. On voit qu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché et je pense que nous sommes désolés, la réception en cabine ne permet plus la traduction. Je pense que les actifs et les devises, les monnaies seront affectées par les risques. Par ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de technologies qui commencent à décoller et qui entraînent des choses de rupture, la robotique, les données de masse, les progrès biomédicaux, l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de risques. Mais comment nous allons gérer tous ces risques? Ça, c'est la question qui prévaut. La nature de ces risques implique l'intervention bien plus importante que par le passé, une intervention beaucoup plus importante. Et les gouvernements asiatiques l'ont compris et ont commencé à mettre en œuvre des mesures pour atténuer ces risques, notamment pour la gestion de la pandémie. Je dirais que nous avons pu tirer parti des politiques qui ont été mises en place par la Chine et par la Nouvelle-Zélande dans la gestion des risques, des capacités de distribution pour les systèmes de santé. Bien sûr, les politiques doivent faire preuve de discernement et puis il s'agit de mettre en place des mesures pour contrôler les effets liés à la pandémie. Alors, il faut prendre en considération la géopolitique, la lenteur de la mondialisation, les risques technologiques. Alors, que font les gouvernements asiatiques? Ils essayent d'examiner les risques et puis ils essayent de se concentrer sur l'intégration régionale en forgeant beaucoup d'alliances afin qu'il y ait une protection régionale, afin que les pays de la région puissent s'aider les uns les autres. Donc, des initiatives régionales ont été renforcées. Par exemple, nous avons le partenariat trans-pacifique qui est déjà mis en œuvre et nous avons un partenariat économique de partenariat qui est beaucoup plus large et qui englobe la Chine et qui devrait être signé d'ici la fin de l'année. Et par ailleurs, nous avons aussi beaucoup d'accords bilatéraux, des alliances bilatérales. Donc tout cela va nous aider à nous protéger dans un monde tout à fait difficile. Mais je pense que le chemin est encore long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau national. Donc dans ce domaine, il faut se pencher sur les faiblesses économiques de nos pays. Alors bien sûr, elles étaient là depuis longtemps, mais elles n'ont pas été prises en considération, notamment dans de nombreux pays asiatiques. Je dirais que on veut pousser pour traiter les faiblesses des infrastructures. Donc il faut engager des investissements pour améliorer les voies de communication, les voies ferroviaires, les ports, etc. Et il faut engager des investissements beaucoup plus importants que par le passé dans tous ces domaines, mais pas simplement en Chine, mais aussi en Inde, en Indonésie, aux Philippines. Et je dirais que tous ces pays ont été à la traîne en matière d'infrastructures et de renforcement des infrastructures. Donc,
Je dirais qu'en Asie, des efforts majeurs sont déployés pour appréhender les faiblesses de l'environnement commercial par la déréglementation, c'est-à-dire cela permet d'améliorer les interactions entre les gouvernements et les entreprises. Donc le système ou l'écosystème des entreprises s'est amélioré, cela permet d'attirer les investissements et cela bien sûr nous permet de juguler des faiblesses potentielles. Bien sûr, pour l'Asie, la situation ne va pas être simple. Vous avez de grandes puissances qui se livrent à des escarmouches, la Chine et l'Inde. Vous avez d'autres questions économiques. Et donc, ce qui est important, c'est de faire preuve de résilience, c'est-à-dire la capacité à absorber les risques et ensuite rebondir. Et ensuite, il nous faut développer des capacités, c'est-à-dire l'adaptation flexible pour prendre en considération les changements structurels. Si nous pouvons faire cela, je pense que ces pays qui mettent en place ces mesures pourront en fait être meilleurs que les autres. Merci infiniment. Merci beaucoup. Brigitte Boucaud, vous allez vous nous parler de l'approche évidemment du management des risques dans l'entreprise. Donc voilà, quel défi se pose aujourd'hui? Oui, merci Isabelle. En fait, à travers l'AMRAE, notre association, je représente les entreprises dans l'économie réelle et qui sont engagées sur les marchés internationaux. Et finalement, cette crise qui a souligné que l'économie était exposée, toutes les entreprises étaient exposées à des risques globaux, n'a fait que renforcer nos convictions à l'AMRAE. Notre conviction, c'est que il faut inverser le paradigme, c'est-à-dire que on ne peut pas faire une économie durable si on n'embarque pas le risk management de manière native dans le fonctionnement de l'entreprise. Alors c'est ce que je vais essayer de développer un petit peu et ce que Philippe a effectivement très bien présenté. Alors tout d'abord, pour faire le lien avec l'exposé de mon prédécesseur, la vie sur la planète, la vie collective, le collectif, c'est le partage du risque. Et le partage de risque se joue pour les entreprises à l'intérieur des chaînes de valeur et vis-à-vis de leurs parties prenantes, dont les salariés, mais se vit aussi au niveau de l'État, puisque le citoyen attend que l'État le protège de certains risques, la sécurité, la défense, le sanitaire. Et donc, au fond, notre vie collective est basée sur un contrat de partage de risques. Et c'est pour ça qu'on voit, avec la croissance démographique, avec les effets de la globalisation sur la planète, avec les fractures sociales. C'est pour ça qu'on voit, depuis que Davos en parle, une montée en puissance des grands risques systémiques. Et c'est vrai que la Covid-19 nous a mis ça au public, au plein jour, avec un côté complètement paroxysme, puisque toute l'économie globale s'est arrêtée. Il n'empêche que les risk managers et les assureurs qui travaillent sur ces sujets depuis fort longtemps ont vu cette montée en puissance, cette tendance. Et de ce fait-là, on sait tous que une entreprise qui prend des risques pour répondre à une opportunité, elle prend ses propres risques, mais elle est aussi exposée aux risques globaux auxquels elle contribue d'ailleurs. Et donc, le risk management et l'assurance des grands risques qui s'étaient développés avec les grands risques industriels, le pétrole, la chimie, etc., prend de plus en plus d'ampleur, devient une discipline à part entière internationale, une forme d'obligation pour les sociétés cotées, puisqu'on doit expliquer à l'ensemble des actionnaires la stratégie menée de risque et la façon dont on se protège l'entreprise. Et donc, cette discipline qu'on appelle Enterprise Risk Management est devenue quelque chose qui se généralise et qui monte en puissance. Alors, quand on le dit comme ça paraît très macroéconomique et on va faire une grande cartographie des risques du monde. Ce qui est très important à comprendre, c'est que c'est pas la photo qui est importante. C'est déjà un premier pas de faire la photo et d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qu'on crée, les risques qu'on crée et ceux qu'on va subir. Mais ce qui est très important, c'est ce que tous les intervenants ont évoqué, c'est pour l'entreprise, la politique de prévention et de protection. Et c'est un investissement
que l'entreprise doit mener, qui effectivement, de premier abord, obère sa productivité, et c'est pour ça que, quand la compétition est exacerbée sur les marchés, les dirigeants ont un peu tendance à le mettre en deuxième priorité. Mais quelque part, le cœur du sujet, c'est que dans l'économie réelle, pour que les entreprises restent durables, il faut absolument qu'elles investissent par rapport à leurs top 5 risques qu'elles ont identifiés, qu'elles soient capables d'avoir une politique soutenue d'investissement pour se protéger. Alors l'exemple le plus simple, c'est les installations pour se protéger contre le feu, contre l'inondation, contre les catastrophes naturelles. Mais vous avez des investissements de prévention qui prennent la forme de budget pour de la sécurité numérique, pour se protéger des attaques cyber. Vous avez des investissements de prévention qui sont aussi des investissements, je dirais, très culturels dans l'entreprise, sur la protection de la santé dans l'entreprise, sur la protection, sur la lutte contre la corruption. Et en fait, dans voilà, à l'Amrae, nous défendons le fait que toutes les solutions existent. Il faut absolument que les entreprises, pour être durables, s'en saisissent et puissent convaincre leurs actionnaires, enfin leurs conseils d'administration et leurs investisseurs, d'allouer suffisamment d'investissements sur le risk management. Et c'est quelque chose qui est déterminant et dont on ne parle pas souvent. Et on peut considérer que le compte n'y est pas toujours, en particulier pour les entreprises plus petites qui restent vulnérables. C'est la priorité. La priorité, c'est pas l'assurance. On ne passe pas directement du risque à l'assurance. La priorité, c'est d'avoir une vraie politique de risk management. Et c'est celle-là qui permettra de faire que les cas de figure qu'on n'a pas prévus, les fameux risques systémiques qui vont arriver, seront peut-être moins systémiques pour l'économie. Et que de cette façon-là, on pourra les mutualiser et traiter, mettre en place les solutions assurantielles qui, de toute façon, sont indispensables à la résilience, à la soutenabilité des grands risques pour les grandes entreprises. Voilà. J'y reviendrai si vous voulez après, Isabelle. Ce que je veux dire aussi, c'est que, au fond, et c'est un peu la logique de l'Europe aujourd'hui dans le Green Deal, on peut bâtir une stratégie économique sur le management des risques. La transformation du monde qu'on essaye de faire face aux attentes sociétales des jeunes qui ne veulent plus de pollution, qui ne veulent plus certains sujets, finalement, c'est aussi de relancer l'économie par le risque en essayant, ça donne du sens. Et de nombreuses entreprises ont bâti leur raison d'être et leur nouvelle feuille de route en agissant pour réduire un risque ou pour contribuer à ne pas aggraver les risques. Et c'est pour ça que c'est très important le risk management, parce que c'est peut-être aussi le point de départ, je dirais, d'une relance, des investissements pour la relance, d'une économie du risque et d'une économie plus résiliente socialement. Alors c'est peut-être la signature de l'Europe, c'est peut-être un petit peu dit comme ça paraît un petit peu idéaliste, mais nous pensons que l'économie du risque est un avantage pour les démocraties et qu'il faut absolument relancer une économie qui fait du risk management. Voilà. Alors c'est vrai que vous abordez l'Europe, c'est très différent aux États-Unis, on en avait un petit peu discuté. Justement, est-ce qu'en Europe finalement l'écosystème n'est pas bon effectivement, enfin en train de bouger vraiment pour prendre en compte les facteurs ESG comme on le dit régulièrement, donc environnement, socio et gouvernance, et puis effectivement toutes les problématiques climatiques, sanitaires. Et par contre, d'un autre côté, nous sommes toujours dans, si je comprends bien Antoine Lissowski, dans une forme de répression financière, c'est-à-dire que rien n'est vraiment fait pour aider à aller vers de l'investissement productif. Il y a cette espèce de peut-être de dichotomie, enfin d'opposition en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine ? Alors, on peut dire qu'il y a une tension entre les deux, mais effectivement, quand on regarde, puisqu'on parle des investissements ESG, en gros, les clients et nous-mêmes, nous souhaitons à la fois avoir des investissements plus propres et des investissements au moins aussi rentables que si nous n'avions pas cette grille-là. Bon. À la limite, dire on cherche uniquement la rentabilité, je ne vais pas dire c'est facile, mais avoir un seul objectif, ça, c'est une grille aisée à pratiquer. Dire on ne fait que des investissements très très propres, pareil. Vous avez une seule grille, c'est facile à pratiquer. Arriver aujourd'hui à dire on juxtapose deux grilles d'analyse, voire plusieurs,
et on essaie d'avoir quelque chose qui est un optimum entre ces différentes grilles d'analyse, ça prend du temps et ça prend du travail. Mais ce temps et ce travail, ça fonctionne. Et on a pu démontrer, et on le démontre de plus en plus dans les gestions ESG, qu'en réalité, une grille qui exclut certains types d'investissements pour simplifier les choses, parce que voilà, ils sont polluants ou etc. ou nocifs pour la santé humaine, et permettent de faire des investissements dont la rentabilité est très satisfaisante, voire supérieure à la rentabilité générale de toutes les classes d'actifs. Donc il faut rajouter cette couche de complexité, se dire qu'elle procède de l'attention, mais ça n'élimine pas la possibilité de prendre, d'avoir du rendement. Oui, avec... Non, je vais tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, madame, et de ce qu'Antoine rajoute, c'est que je pense que l'ESG, pour nous, ça a été dit à la fin du propos d'Antoine tout à l'heure, pour nous, gérants pour compte de tiers, puisque sur les masques qu'Antoine a cités, les assureurs, les banquiers, les asset managers sont effectivement en charge d'eux. Je pense que nous avons la charge dans l'ESG, peut-être un petit peu trop, alors votre comparaison avec les États-Unis, c'est qu'effectivement, on sait que malgré des dîners sympathiques à la Tour Eiffel, Monsieur Trump peut avoir des idées différentes de la France, mais pour autant, je vois que certains Américains viennent souscrire dans des produits français parce que nous avons aujourd'hui un vrai leadership dans ce sujet. Et pas uniquement un leadership de eux, mais, et c'est ce que vous dites, madame, et c'est votre fonction, et j'allais dire votre association, va dans ce point-là, c'est poussons, nous, investisseurs, ce que Antoine vient de dire, les entreprises à être autant sur le S, sur le G que sur le E, effectivement des offreurs de solutions. Avec, je le dis, puisque ces universités, c'est ce programme d'Aix cette année donne la parole aux 18-28 ans. Oui, la jeune génération va nous pousser à ça. Elle va nous pousser à être plus responsables. Et comme ça vient d'être dit, et c'est ça que je me permets de rajouter, c'est que si nous y arrivons tous, grâce à l'association de madame, grâce aux investissements que nous faisons et poussés par les jeunes, les entreprises évolueront et évolueront dans un bon sens qui, à la sortie, pour les Européens peut-être, redonnera un leadership que les Américains sont peut-être pour certains en train de perdre. Oui, c'est-à-dire que pour rester sur le sujet très macro, il est très difficile de savoir comment la globalisation va évoluer et on voit bien l'interaction entre l'économie et l'État. Et les souverainetés, donc des raisonnements exclusivement globaux en disant on va se retrouver en compétition avec les Américains sont effectivement une réalité, mais je pense qu'il y a aussi de la place pour des initiatives cohérentes, pragmatiques, et les grands champions français ont des politiques remarquables en risk management. Il faut qu'ils continuent, ils arrivent à braver la compétition. Et donc je pense que on n'a pas un modèle unique. Et on peut développer ce modèle européen. Alors après, la question, c'est qu'il ne faut pas surcommuniquer, il faut agir. Ça veut dire qu'il faut absolument avoir des politiques de risk management, investir, faire des plans de prévention, se préparer, des cellules de crise, des plans de continuité, de la redondance. Et d'ailleurs, les entreprises qui ne se sont pas arrêtées pendant la crise Covid sont celles qui avaient une certaine diversification ou qui avaient déjà travaillé sur la résilience. Parce que la résilience, l'intérêt investir dans la résilience, si vous voulez, elle est commune à tous les risques, en fait. Modulo certains détails, la capacité de réagir, le système immunitaire de l'entreprise, si vous pouvez me permettre cette image, ne dépend pas nécessairement du cyber, de la crise climatique ou de l'incendie. La façon de réagir, de redémarrer, est commune et donc c'est un investissement qui fait du sens. Et c'est ça qu'il faut qu'on pousse aujourd'hui pour toutes les par chaîne de valeur pour toutes les entreprises et en associant les parties prenantes. Vous avez posé aussi une question à Manu Bascaran, mais effectivement, comment est-ce que l'Asie est en train de se redessiner? Vous disiez voilà, il va y avoir des pays gagnants. Justement, comment est-ce qu'ils intègrent ces nouvelles stratégies? Et excusez-nous, c'est un petit peu plus loin de nous, mais effectivement, comment tous ces risques sont pris en compte et dans la réglementation et pour pousser vers des investissements, par exemple, plus responsables. Comment est-ce que ça entre en ligne de compte en Asie? Dans quel pays? S'agissant des risques et de l'investissement responsable, je dois reconnaître que l'Asie traîne un petit peu, est à la traîne. En ce qui concerne l'ESG, par exemple, nous sommes un petit peu à la traîne. Je dirais que
nous en sommes encore à un état embryonnaire. On voit que les grandes entreprises sont exposées aux investisseurs internationaux qui prennent cela au sérieux, qui commencent à prendre cela au sérieux. On voit que Temasek à Singapour, ils ont des actions dans d'autres entreprises et donc ils encouragent à la mise en place de produits dans le développement durable. Mais je pense que nous sommes loin de l'Europe et on peut vraiment apprendre beaucoup de l'Europe. Je crois que, voilà. Nous avons une coupure. Philippe, vous vouliez intervenir, vous aviez une question ou... Non, je voulais dire que la question du risque, c'est une question toujours, la gestion du risque, c'est une question d'optimisation. Pour braver le risque, il faut optimiser. On optimise sous contrainte et donc c'est une question d'optimisation. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est que à l'ombre des différents défis que l'expansion de l'univers des risques nous pose, la gestion de cette société du risque tend par moments à vouloir exclure du risque, à vouloir immuniser des parties entières de la société par rapport au risque et à développer une aversion collective au risque. Et je crois que c'est extrêmement dangereux d'un double point de vue. D'abord parce qu'on fait perdre la culture du risque, premier point. Et deuxième point, si vous êtes immunisé au risque, si je vous dis que quoi que vous fassiez, de toute façon, je suis là pour effacer l'éponge, pour passer l'éponge. Il est clair que je vais prendre des risques. Et je ne vais pas prendre simplement des risques, je ne vais pas braver le risque, je vais prendre tous les mauvais risques qui passent devant moi. N'est-ce pas ? Je vais prendre la drogue, je vais prendre ceci, je ne sais pas quoi. Je vais prendre justement les mauvais risques. Donc il y a une très grande attention. Et je pense que Antoine a insisté sur cette question de la régulation. Si le régulateur veut exclure le risque systémique, eh bien, il n'a qu'un moyen, c'est quasiment prendre tous les risques. Il fait courir un risque maximum en réalité à la société. De même, si on ne veut pas que les revenus baissent, si on ne veut pas que les retraités participent, n'est-ce pas, aux fluctuations de la fortune économique des actifs, eh bien vous allez dire, je fais de la redistribution, et bien évidemment, c'est les actifs qui vont payer. Mais ça veut dire que moi, par exemple, si je suis retraité, je vais prendre des risques. Beaucoup plus que je ne le ferais sinon. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Et là, il y a un grand défi, notamment au sortir du Covid, c'est comment braver le risque du Covid. Braver le risque du Covid, c'est pas poursuivre ad aeternum le chômage partiel, ce n'est pas décider qu'on va justement éviter d'appliquer la réforme des retraites, c'est au contraire de dire il faut qu'on partage le risque. Le Covid et le confinement ont profité aux seniors, eh bien, il faut aussi que les seniors, quelque sorte, participent à cet effort. Là-dessus, on a juste, c'est un peu la question d'un auditeur. On a le sentiment que la traduction concrète aujourd'hui de braver le risque est de ne prendre aucun risque. Voilà, est-ce qu'on a renoncé au risque ? Est-ce qu'il est capturé par certains et plus du tout partagé ? C'est la problématique. Oui, et surtout par rapport à ce que vient de dire Philippe, là, dans une des propositions que nous évoquons, c'est ce sujet transgénérationnel que vous venez de dire en clôture de votre propos. C'est vrai que pour des raisons politiques, on a protégé la génération que nous sommes presque tous autour de la table des plus de 65 ans ou autour de 65 ans et au-dessus, mais on est dans une situation où on n'a pas les risques du tout de l'emploi, du travail de demain, etc. L'autre point important, je pense, et comme vous parlez de la retraite, je me permets d'insister là-dessus, mais Antoine et moi avons déjà discuté longuement de ces sujets-là au moment de la loi Pacte, justement, c'est que je rappelle que les règles qui fixaient les risques, les règles que les autorités ou les régulateurs mettaient en place, étaient des règles sur des niveaux de vie qui n'étaient pas les mêmes. À la fin des années 50, la durée de vie moyenne d'un retraité était de 7 ans, et il y avait 4,6 travailleurs pour un retraité. Nous sommes aujourd'hui à 1,7 travailleurs pour un retraité, et le retraité vit en moyenne 20 ans. Alors effectivement, le problème économique financier n'est pas du tout de même nature. Donc si nous n'arrivons pas, et je rejoins votre phrase et je me permets de terminer par ça, il ne faut pas exclure la prise de conscience par les acteurs ou par les épargnants du risque. Il faut au contraire leur assurer que une prise de risque peut être un bon retour, ce que madame vous avez dit, et là-dessus, qu'ils prennent en partie en charge
pour la retraite, par exemple, si on ne parle que de ça, les 18-28, s'ils ne s'occupent pas de leur retraite, s'ils ont la chance de vivre jusqu'à 85 ou 90 ans, bah, ils auront un petit sujet, quel que soit l'âge de départ à la retraite de l'époque où ils partiront. Donc on est dans une situation où je pense que la notion de ne pas effacer la vision du risque est une notion très importante que vous venez d'évoquer. Je crois qu'Antoine voulait rebondir. Non, je voulais rebondir parce que je pense que la question de la prise de risque, en tout cas dans les métiers de l'investissement, dans la fonction de l'investissement long, elle a pris une autre allure depuis quelques années, tout simplement parce que avant, quand on prenait pas de risque, on gagnait quand même de l'argent. Il y avait des taux d'intérêt qu'on appelait sans risque, les fonds d'État, etc. On gagnait ces 3, 4 ou 5%, voire 2, etc. Mais enfin, on gagnait quelque chose. Alors la question de savoir si on gagnait par rapport à l'inflation, là, elle était un peu plus obscure, mais en tout cas, les gens avaient le sentiment d'avoir un rendement. Maintenant, c'est très simple. Si vous achetez des obligations d'État, vous perdez de l'argent. C'est moins quelque chose. Et donc, c'est moins quelque chose. En plus, vous avez payé des commissions, etc. Donc, vous avez perdu. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est conduit à soit perdre de l'argent, soit à prendre du risque. Et donc, la fonction d'accompagnement, d'éducation à la prise de risque pour les gens devient quelque chose d'important. Alors, effectivement, j'évoquais les superviseurs et les régulateurs qui sont un peu paniqués devant cette situation-là, mais tout le monde apprend. Eux-mêmes après leur métier, en général un peu après les autres, mais parce qu'ils raisonnent après les crises qu'ils ont vécues et pas en fonction du futur. Mais c'est une, si je puis dire, c'est une démarche générale. Si vous me permettez, je vais faire aussi un autre rebond sur les problématiques de pandémie et de prévention. Parce que, en réalité, aujourd'hui, regardons les choses tout simplement. Aujourd'hui, nous portons des masques, nous avons des choses, etc. Et puis, nous sommes moins nombreux dans les bureaux, etc. Tout ça, à la fin, a un coût économique. Nous sommes en train de mettre un coût économique dans la prévention d'une extension de la pandémie dans nos économies. Bon, très bien. Eh bien, en fait, on le fait assez spontanément. On se rend compte que c'est un coût économique. Alors, je ne parle pas du moins 10% de PIB, mais enfin, au total, en permanence, ça aura un coût. Eh bien, la société va s'adapter à ça. Nous allons accepter, les uns et les autres, de payer pour ne pas être malade, plus qu'avant. Et ainsi de suite. Donc, tous les risques seront progressivement intégrés dans les mécanismes de marché, dans les mécanismes de prix, dans les mécanismes de vie collective. Ça n'est pas bon ou mauvais, c'est une évolution naturelle. Simplement, en général, on prend les mesures pour gérer les risques après que les risques se soient produits, mais c'est normal parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on s'en est aperçu collectivement. Voilà. Brigitte, oui, comment ça se traduit aujourd'hui dans l'entreprise? Est-ce que vous avez le sentiment que ça change? Il y a deux questions. Enfin, en fait, pour rebondir, ce que je voulais dire, c'est que on a plutôt vécu sur des solutions assurantielles jusqu'à présent. C'est-à-dire faire penser aux gens qu'ils prenaient des risques, ils achetaient une assurance et ils étaient couverts pour les conséquences. Et en fait, le monde d'aujourd'hui, crise climatique et révolte sociale, attaque cyber, le monde des grands risques n'est plus assurable. Hein. On le voit. Le marché de l'assurance des grands risques est en train de se restreindre. Les gouvernances de ces assureurs ne veulent pas de choc, ne veulent pas cette volatilité. Donc, on a quand même, je dirais, un levier très important pour comprendre que la priorité, c'est, pour les entreprises, c'est le risque management. Et déjà, elles portent le risque sur leur bilan, mais qu'elles essayent déjà de les réduire parce qu'on va avoir des crises systémiques à répétition. Et donc, c'est vraiment ça qui est important et ça fait écho à ce que vous dites et ça rejaillit sur le comportement des individus. Je pense que on a un effet de bascule. Il faut que tout le monde s'empare de cette question en tant que citoyen, en tant que salarié, en tant que consommateur, à quel risque je contribue, à quel risque je suis exposé. On le fait naturellement sans le savoir comme M. Jourdain. Il faut le faire d'une manière un petit peu plus éclairée, un petit peu plus d'éducation dans les écoles, etc. Voilà. Alors pour les entreprises, pour revenir un peu plus directement sur les réalités opérationnelles dans les entreprises face au Covid-19, c'est vrai que ça a un coût, c'est vrai que il y a des situations qui sont, il y a des contraintes nouvelles qui créent des coûts additionnels et qui peuvent jouer sur aggraver les problèmes de productivité, perdre des marchés. Je parle même pas des secteurs économiques qui sont arrêtés puisqu'ils sont en contact avec le public. Hein. Voilà. Mais il y a eu aussi des opportunités. Parce qu'on a retrouvé sous la contrainte des gisements de productivité avec le télétravail, avec de nouvelles formes. Il y a quand même eu
on a vu fleurir des choses intéressantes, des diversifications extrêmement un peu rapides, le restaurateur qui fait du drive. Alors je dis pas que ça répond à toutes les questions. Je pense aussi, comme Philippe, que le confinement absolu reflète qu'on a eu au départ une mauvaise appréciation. On aurait pu avoir un meilleur risque management sanitaire d'une certaine façon. Donc il faut éviter ces situations de confinement absolu parce que c'est comme le disait le président du MEDEF, une fois que vous avez tourné la barre, vous l'avez pliée en deux, la barre de métal, c'est quand même très très difficile de la remettre à l'horizontale. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc les entreprises repartent, mais les séquelles seront très importantes. On parlait de partage des risques, peut-être un mot sur les marchés financiers qui produisent des instruments de partage des risques. On a vu les pandemic bonds, les cat bonds, les social bonds, etc. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de très porteur, justement, ça va encourager de plus en plus l'épargne vers ce genre de produits, ou ça reste très assurantiel et très spécifique? Je crois qu'il faut faire attention si je puis dire, à ce que les gens qui achètent les risques sachent ce qu'ils achètent. Bon. Et à partir du moment où vous rentrez justement dans ce domaine de la couverture de risques très techniquement compliqués à analyser, il ne faut pas vendre ça à n'importe qui massivement. Donc, ce genre d'instrument peut avoir son utilité. Les uns et les autres en ont dans leur portefeuille. Ça nécessite un travail d'investissement intellectuel pour les acheter très très fort, qui est un travail de professionnel. Et pour ce qui concerne les particuliers, il faut véritablement que ce soit dans un accompagnement et une enveloppe extraordinairement précautionneuse. Enfin, je pense que le passage par le marché financier a un petit côté, c'est un petit peu un gimmick un peu facile. Parce que je te le refile, tu te débrouilles avec, tu as été plus ou moins bien informé, tu te débrouilles avec le risque et j'en entends plus parler. Quelque part, nous, quand on achète un instrument, on aime bien qu'il y ait ce qu'on appelle un alignement d'intérêts avec ceux qui ont originé cet instrument, c'est-à-dire tu gardes un bout du risque et on partage ensemble. Parce que si tu me le refiles intégralement, je ne suis pas sûr que tout ça va bien se finir. On disait en début, et Philippe l'a évoqué, par rapport à votre question, et ce que vient de dire Antoine me fait rajouter ça, c'est que attention à pas se tromper, la mutualisation d'un risque nécessite beaucoup de gens qui partagent le risque. Si vous êtes sur des petits partageurs ou des petits nombres de partageurs, le risque est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas suffisamment dilué. Donc ça a été évoqué dans le propos liminaire que Philippe nous a fait, et je partage complètement ça. Il ne faut pas faire croire que je peux, avec des montages très sioux, comme vient de le dire Antoine, que beaucoup de techniciens comprennent pas toujours, effectivement croire que le risque disparaît, et en tout état de cause, et ça a été très bien présenté tout à l'heure, et ça a été très bien vécu. Après, on peut discuter des choix politiques, mais le fait qu'à la sortie, les États puissent, que ça soit l'État français, l'État Europe ou l'État américain, mettre la planche à billets, si on peut parler comme ça, avec des dettes énormes, pour effectivement permettre, comme Madame vient de le dire, du chômage partiel pour les uns, du potentiel PGE. Je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, je dis ça parce qu'à chaque fois je discute du PGE avec certains acteurs qui nous ont pris, les petits restaurateurs que je fréquente, ils disent, il paraît qu'on ne va pas avoir à le rembourser. Non, c'est un prêt, ce n'est pas un don. Alors, ce sera peut-être un don pour certains d'entre eux, mais là, ça voudrait dire qu'ils sont morts. Mais donc, posons-nous les bonnes questions. Et par rapport à votre question sur les produits financiers, 1, ils sont très techniques, Antoine vient de le dire, et 2, ils ne doivent pas cacher le fait que s'il y a trop peu d'acteurs, ça ne sera pas une bonne mutualisation. Philippe, vous vouliez dire un mot? Oui, pour moi, le pandemic bond a un intérêt, parce que la pandémie n'est pas vraiment assurable. C'est un risque systémique. Tout risque systémique, ça veut dire qu'aucun d'entre nous autour de cette table, on est prêt à prendre le risque de l'autre, puisque le jour où il y a la pandémie, on y est tout autant exposé que celui qui est en face de soi. Alors, pourquoi prendre son risque? Ça n'a pas beaucoup de sens de transférer le risque. Alors, il est vrai qu'il y a quand même des secteurs qui peuvent en bénéficier. On a bien vu qu'éventuellement, le secteur pharmaceutique, au moment de la pandémie, peut être un secteur bénéficiaire de la pandémie. Et justement, l'intérêt de passer par le marché financier,
c'est éventuellement de détecter ces choses qui sont pas évidentes, parce qu'on va tous se dire, tout le monde est affecté. Oui, mais il y en a peut-être quelques-uns qui sont pas tout à fait affectés, qui sont moins affectés. Et c'est eux qui vont se porter pour acquérir votre pandemic bond. Et donc, en ce sens, votre pandemic bond, il vous permet d'éclater le risque, c'est-à-dire de le fractionner. En le fractionnant, vous en baissez le prix, forcément, parce que c'est moins lourd à porter. Et deuxièmement, il vous permet de trouver les quelques aires de mutualisation extrêmement difficiles à trouver, que même l'assureur aura des difficultés à trouver et que seul le marché financier pourra trouver. Alors, vous savez, le pandemic bond, c'est quand même une histoire amusante. Avant la crise pandémique, vous pouviez avoir un cat bonds, donc une obligation catastrophe avec une couverture pandémie. L'addition de la couverture pandémique, grosso modo, elle vous coûtait 0. Je pense qu'après le Covid, elle ne coûtera plus 0 parce que les investisseurs se sont rendus compte que ça peut jouer. Alors, qui étaient les investisseurs traditionnels sur ce type de bond? Ben, vous aviez quelques secteurs très particuliers, quelques trésoriers d'entreprises très particuliers, et puis les family bonds. Au fond, le pandemic bond jouait le rôle d'un ISF que je vais prélever en cas de pandémie. Et voilà. Et je crois que c'est ça que va permettre le marché financier. C'est toute la subtilité du marché. Mais encore une fois, je crois que vous aviez raison, Eric, ça ne va pas concerner, on va pas couvrir la terre entière. Ne croyons pas que comme pour les crédits de défaut de swap, on est capable de couvrir la terre entière, bien sûr, parce qu'on se réveille le lendemain matin, personne n'est couvert en fait. En 2008, on l'a payé cher. On l'a payé très cher. Alors, une question d'auditeur. Face aux crises et scandales financiers, quelle est la place des régulateurs pour repenser la dichotomie des risques dans nos sociétés entre, d'un côté, les risques critiques avec une faible probabilité de réalisation, de l'autre, les risques faibles avec une forte probabilité de réalisation? Je pense, on l'a déjà dit, et encore une fois, il ne faut pas trop taper sur nos autorités de contrôle et nos régulateurs. On l'a dit, Antoine l'a dit, je le dis aussi. Trop de régulation va faire deux phénomènes. Le premier, c'est qu'on va réguler des choses qui sont passées et qui ne sont pas encore prévues, donc danger. Deuxièmement, on va, et on revient au sujet tout à l'heure, cacher la culture de risque de certains et donc faire croire que tout est couvrable ou tout est potentiellement couvrable, ce n'est pas vrai. Et troisièmement, et c'est bien là où est notre sujet, que ce soit avec nos amis et néanmoins gros clients assureurs, mais c'est valable pour nos clients privés également, c'est que si la régulation, Antoine parlait tout à l'heure de la gentille cliente de 82 ans sur une réglementation très technique qui s'appelle MIF2, comme vous le savez peut-être, c'est-à-dire la connaissance des clients, comme je dis aux régulateurs régulièrement, que ce soit la Banque de France ou l'AMF, c'est que normalement, si je faisais bien mon métier au questionnement des QCM dont parlait Antoine tout à l'heure, je pense qu'à la deuxième question, je devrais dire aux gens que je ne peux rien faire pour eux. Et ce, quasiment systématiquement. Donc oui, attention, si on veut braver le risque et pousser les gens à braver le risque au profit d'une économie qui va repartir, j'en suis sûr, d'une économie qui va créer de la valeur parce que, comme l'a dit madame, on va avoir des évolutions en termes de gouvernance, de social, et non pas uniquement d'écologie, pour revenir au sujet ESG, qui sont nos préoccupations d'investisseurs, d'assureurs, de banquiers. Je pense qu'il faut faire comprendre à nos régulateurs que le partage du risque et la compétence de nos équipes va faire que le client ne sera pas aussi en risque, et j'utilise le mot cette fois-ci, de son exposition parce que nous allons être des vrais professionnels. J'ai l'impression que le régulateur a toujours l'impression que même s'il nous régule, qu'il nous autorise et qu'il nous agrée, il pense qu'on peut être des dangers. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Peut-être c'est l'occasion de partir un peu en Asie parce que la culture est très différente. Manu Baskaran, peut-être que vous pouvez nous dire un peu comment... Vous avez parlé de Temasek tout à l'heure. Justement, comment un fonds comme Temasek investit, quelle est la part peut-être de répartition entre private equity, actifs sûrs, voilà, comment l'allocation se fait dans ce genre de fonds? Alors, l'allocation des fonds, l'affectation des fonds, en raison des défis que nous devons relever, notamment la rentabilité. Et donc, je dirais que ce secteur d'activité est beaucoup moins développé en Europe et aux États-Unis. Donc, nous en sommes au début par rapport au reste de l'Europe.
mais on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont impliquées dans les fonds propres, dans le private equity, parce que nous avons une révolution en Chine, en Inde, notamment une révolution chez les startups, aussi en Indonésie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est affecté vers le capital risque. Et le capital risque a proliféré. Il y a beaucoup de passion, d'enthousiasme autour de la technologie. Et il y a des pays qui ont de très belles compétences, pourront augmenter la valeur. Et je crois que cela suscite l'enthousiasme des investisseurs. Donc, plutôt que le private equity, on voit que beaucoup de l'argent est affecté dans le capital risque et dans l'investissement. Merci. Est-ce que ça vous inspire pour l'Europe ou la France? Est-ce qu'on peut... est-ce que l'assureur va financer le capital risque, le private equity? C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Les assureurs ont mis ça parce que tout simplement, dans la diversification de leur bilan, c'est une petite partie. Pour nous, c'est à peu près 1% de nos actifs. Et c'est effectivement une poche de surrendement virtuel très importante. Avec une fonction, là aussi, d'investissement intellectuel qui est beaucoup plus coûteuse que d'acheter des actifs liquides et qui circulent, sur lesquels il y a beaucoup d'analyse. Si vous permettez, je reviendrai une seconde sur la question des régulateurs et des superviseurs, mais simplement parce que, ayant été caustique avec eux, je vais essayer de m'expliquer là-dessus. En réalité, on peut comprendre que ces gens qui fonctionnent dans un bureau lointain de la vie, ils raisonnent sur la base de modèles de projection. Et que ces modèles de projection, ils sont, on va dire, il se passe quelque chose, voilà les conséquences mécaniques qui doivent en découler, et donc il faut protéger le marché, les acteurs contre ça. Quand on est dans la vie, heureusement, il y a des gens dans la vie qui, quand vous arrivez à proximité d'un mur à 100 à l'heure, eh bien, vous tournez le volant. Ce qu'un régulateur a du mal à comprendre. Autrement dit, il y a quand même heureusement une fonction de réaction des entreprises, des agents économiques eux-mêmes face à la montée des risques, à leurs manifestations, etc., qui fait que le coût du risque final est en général moins élevé que ce que le modèle aurait pu initialement prévoir. Et en réalité, moi, je plaide simplement pour qu'on essaie de mettre un peu de confiance là-dedans, confiance, contrôle, puis il faut mettre un peu de confiance là-dedans, aussi bien confiance du régulateur vis-à-vis des professionnels, confiance des clients vis-à-vis des professionnels. Finalement, les professionnels ne sont pas des méchants qui cherchent à tricher vis-à-vis du régulateur et à piquer de l'argent aux clients. Leur survie, c'est d'être toujours accepté par le régulateur et d'avoir des clients qui acceptent sur le long terme de payer leurs services. Sachant que pour compléter juste ce que dit Antoine, et c'est essentiel, c'est que la clientèle de gestion que nous souhaitons avoir, elle est sur une durée longue. Donc si, et j'allais dire les médias aujourd'hui où la communication est telle, si on était les voleurs que certains craignent ou les exploitants de mauvaises règles que certains craignent, l'affaire serait très vite entendue et on aurait peu d'avenir. Philippe. Je voudrais dire, si le monde était certain, ce qui supposerait qu'il soit sans risque. Donc, vous allez voir, il y a tout de suite une contradiction in adjecto dans ce que je vais dire. Si le monde était certain, il est certain que les régulateurs pourraient imposer une règle, et une bonne règle, à tout le monde. Et ils devraient le faire. La question, c'est le monde est incertain. Et l'univers des risques n'est non seulement pas un univers très assuré, c'est surtout un univers qui est fait de beaucoup d'inconnus. Très probablement, un régulateur qu'on aurait interrogé il y a 3 ou 4 ans ne nous aurait pas mis la pandémie comme l'un des grands risques majeurs sur la table, très probablement. Mais on a un deuxième point, et qui est que les régulateurs, souvent avec des actuaires, vont choisir quel est le niveau de risque que vous pouvez prendre, n'est-ce pas? Par exemple, dans l'assurance, on dit c'est 1 sur 200 ans. Un risque à 1 sur 200 ans. Mais est-ce que c'est le bon niveau de risque qu'il faut pour braver le risque pour une société, pour obtenir 1% de gain de productivité par an? Je n'en sais absolument rien. Je pense qu'il y a là un vrai défi pour les régulateurs. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, ils réfléchissent, c'est quoi le bon niveau de risque? Le bon niveau de risque pour les intermédiaires financiers, dans une société globale dont ils ne maîtrisent pas eux-mêmes la prise de risque, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a une vraie réflexion, c'est quoi l'optimum? Qu'est-ce que nous voulons? Parce que peut-être que si je dis une fois tous les 400 ans, en fait, la seule société qui est cohérente avec ce niveau de non-prise de risque, c'est une société en stagnation pour l'éternité. Donc, et ça, personne n'y a réfléchi. Et je crois que c'est un vrai défi auquel les régulateurs devraient réfléchir, parce que c'est l'étape
nouvelle et future de la régulation la plus sophistiquée. Et sans doute urgente, puisque c'est vrai qu'on a un sentiment d'urgence en discutant. Peut-être un dernier mot, il nous reste. Mon dernier mot, c'est que, pour compléter le propos de Philippe, c'est que le risque est un sujet politique. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'il est essentiellement technique et que quelque part, voilà, on va modéliser et on va utiliser les génies de la finance pour. Mais en fait, c'est un sujet politique et il faut que tant les entreprises que les États ne laissent pas penser qu'on peut protéger la société contre tout, qu'il y a une forme d'État-providence, d'entreprise-providence, parce que c'est un contre. Enfin, depuis la globalisation, ça ne fonctionne pas, enfin en tout cas, et ça ne fonctionnera de moins en moins. Et c'est ce travail-là sur lequel il faut communiquer par rapport aux jeunes générations, qui l'ont intuitivement compris d'ailleurs. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc bon voilà, hein, on a ce que je disais un sentiment d'urgence. Il faut changer rapidement. J'ai retenu les mots reconstruire une confiance et surtout dans la durée, hein, puisque donc on doit désormais penser à investissement de long terme. Voilà, bon, mais il y aurait encore 10 000 choses à débattre autour de la notion de risque. J'espère qu'on se retrouvera prochainement pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.